Donc, deuxième atelier, c'était pour reprendre la question qu'il y avait dans le texte, mais effectivement, nous aussi, on l'a un petit peu réorienté, revu. C'est les principes essentiels, entre parenthèses, RIC, mandat impératif, vote blanc, nul, abstention, bref, tous les éléments qui permettent de garder la souveraineté du peuple au travers des prochaines institutions qu'il faudra définir dans la prochaine constitution, avec comme fil rouge le contrôle des élus. Alors, le premier point qu'on a abordé chaud d'actualité, c'est le mandat impératif qu'on a évoqué dans les premières questions, avec une première interrogation de ce que c'est que le mandat impératif. Donc, ce qu'il n'est pas, eh bien, c'est tout le contraire. C'est le contraire en fait. Ce qu'il est, c'est le contraire du mandat libre actuel. C'est-à-dire que le mandat impératif n'a pas de position personnelle. Le mandataire impératif n'a pas de position personnelle. Et quand le terme impératif conduit à ce qu'il ait l'obligation de respecter le choix collectif et de rendre compte régulièrement. On a aussi vu que ce mandat, à l'heure actuelle, non impératif, mais le mandat en général n'a plus lieu d'être depuis 2002, puisque depuis le deuxième tour de la présidentielle, on vote plus par opposition que par mandat donné aux élus choisis. Il faut savoir aussi que le mandat impératif est un problème dans notre 5e République, dans la Constitution actuelle, puisqu'il est interdit selon l'article 27 de la Constitution. Et la naissance du mandat impératif est issue d'un débat entre citoyens dans une assemblée locale avec un débat de citoyens. C'est tout l'inverse du mandat libre où on élit quelqu'un et puis il est sanctionné à la prochaine élection et il n'a quasiment aucun compte à redevoir. Alors, l'autre façon de pouvoir contrôler les élus, alors quand on dit contrôler les élus, c'est dans le sens général d'avoir la garantie au travers de représentants ou d'intermédiaires de pouvoir avoir notre souveraineté, c'est notre fil conducteur, la souveraineté. Donc souveraineté dans le sens de je maîtrise et je décide de mon destin, de pouvoir continuer à contrôler, à maîtriser les choses, même si je m'en occupe pas au quotidien. Donc, dans le contrôle des élus, il y a aussi la question de la rémunération, qui aujourd'hui est vraiment exagérée, qui n'est pas du tout équitable, qui est très intéressé, plus pour des raisons personnelles que pour des raisons d'intérêt général, et qui s'éloigne très largement de l'esprit moral, éthique et du bénévolat. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un revenu raisonnable pour les élus? Sachant que si on concentre trop de pouvoir entre des personnes qui ont très peu de comptes à rendre, on a la source de la corruption. Donc, niveler les indemnités selon un ordre raisonnable, ça dépend de la grille de lecture qu'on a. Et la lecture peut être biaisée. La lecture peut être biaisée si on a une logique libérale d'entreprise où on dira qu'un chef d'entreprise a tellement de responsabilités qu'un président avec 67 millions, il pourrait être super bien rémunéré. L'autre question après le désintéressement, c'est aussi de qui valide les indemnités. Et là, on touche à la souveraineté de décision. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait que les indemnités soient décidées par les citoyens, alors qu'à l'heure actuelle, on l'a vu avec l'augmentation récente de 300-400 euros par les députés, c'est les élus eux-mêmes qui décident de ce qu'ils vont devoir se payer. Donc, dans des principes essentiels à venir, c'est que les indemnités éventuelles des élus ou des intermédiaires ou des mandatés impératifs, c'est que ce ne soit pas eux-mêmes qui le décident, mais le peuple. Ensuite, on a parlé aussi du réalisme, c'est-à-dire qu'il serait bon que ceux qui se présentent comme être élus ou même que des délégués ou des mandataires impératifs, ils aient vraiment été immergés dans la vie active, parce que beaucoup trop font des études, notamment les énarques, et puis directement rentrent dans la politique et n'ont rien vécu, d'où cette distanciation avec les citoyens. Et en plus, parmi les fonctionnaires, il y a une injustice, puisqu'il est interdit, en tout cas sur la zone géographique où on exerce, aux catégories C et B de pouvoir être présents dans la vie politique, alors que les A, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, eux, peuvent sortir de l'ENA et se présenter à ce qu'ils veulent, où ils veulent. Ils n'ont pas forcément de compte à rendre, quoi que ce soit. L'autre point important dans les principes essentiels, c'est la fin du pantouflage. Le pantouflage, c'est quoi? C'est le fait que je suis fonctionnaire, je vais dans le privé, puis je retourne dans la fonction publique, je retourne dans le privé.
L'exemple le plus récent, c'est Emmanuel Macron. L'idée, c'est que si on est fonctionnaire et qu'on le quitte pour le privé, c'est en sens unique, on ne revient pas. Ça puisse se faire une seule fois. Et voire même une restriction pour les hauts fonctionnaires qu'ils ne puissent jamais être élus directs parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Ils sont jugés partis de par leur niveau d'intervention dans les décisions. Autre point qui est revenu sur la table, c'est effectivement le RIC. Alors moi, j'ai posé la question en tant que gilet jaune, qu'est-ce que c'était que le RIC? Parce que j'ai jamais compris ce que c'était. Donc mes amis ont pu me l'expliquer. Donc c'est le nombre de personnes à minimum, selon un certain quota défini à l'avance, selon l'importance du sujet, qui sur une zone géographique définie, qui se sont donc propositionnés pour pouvoir poser une question avec une certaine légitimité. Donc une certaine zone avec un certain nombre de personnes qui ont l'autorité de pouvoir poser une question et qui ensuite la montent à 3 niveaux, soit pour du révocatoire, c'est-à-dire dégager quelqu'un qui nous plaît plus, soit pour législatif, donc de proposer des projets de loi, un peu comme ils font en Suisse, voire pour modifier la Constitution. D'ailleurs, Nathalie a proposé une idée intéressante, c'est-à-dire que on pourrait très bien avoir au sein de l'Assemblée nationale une sorte d'assemblée constituante permanente qui remplacerait le Conseil constitutionnel et qui traiterait toutes les questions de modification de la Constitution ou de conformité des lois avec la Constitution. Ce qui éviterait le camouflet dans lequel on vit avec Laurent Fabius et Juppé, pour ne citer que les deux parmi les 9 sages, entre guillemets. Aussi, on parle du RIC, donc on parle de référendum, et la Constitution actuelle, donc tirons des leçons pour la prochaine Constitution, hein, c'est la question qui nous est posée au départ. L'article 89 est trop restrictif pour pouvoir poser un référendum. On l'a vu par exemple avec le référendum d'ADP, le nombre de signatures, etc. Autre contrôle des élus, c'est qu'on pourrait aussi envisager un référendum à mi-mandat. Ça, c'est une suggestion qui a été proposée plusieurs fois par ailleurs. Et surtout aussi peut-être de mettre dans les prochaines règles l'obligation impérative de rendre des comptes non plus au bout de mi-mandat ou donc comme le mandat libre au bout de fin de mandat, mais tous les 3 ou 6 mois. Donc faire la navette dont avait parlé André ce matin, des allers-retours beaucoup plus réguliers, ce qui rejoint le mandat impératif. Ensuite, toujours dans la logique de navette, alors au travers d'un fil rouge qui était les questions d'environnement, de consommation, d'écologie, d'énergie, il y a la question de pouvoir équilibrer les décisions nationales avec le local. Et en gros, l'idée, c'est qu'on peut avoir un plan national, mais ce plan national doit impérativement repasser pour le local pour être discuté, débattu, réformé, et ça, il faut absolument le mettre dans les principes essentiels. On le voit avec l'exemple suisse, qui lorsqu'ils font leurs 4 votations annuelles sur des sujets régaliens, donc des sujets qui concernent tout le pays, c'est l'aboutissement de 5 ans de discussion avant de devoir voter. On devrait pouvoir s'en inspirer, au même titre que la Constitution de 92-93, enfin 1792-93 et le jacobinisme, qui n'est pas le centralisme d'État auquel on lui attribue. C'est un équilibre entre une équipe nationale impérative qu'on doit avoir parce qu'on est très nombreux à être gérés, et la nécessité de toujours repasser par la base. Dans la Constitution de 92-93, une loi était proposée par l'Assemblée nationale, mais elle devait impérativement repasser par les communes pour être validée. Donc il y a toujours cette histoire de repasser par le terrain pour contrôler le national et ceux qui nous dirigent. Par ailleurs, et deux autres derniers points, il y avait la formation des élus, qui paraît assez importante, alors pas par des structures étatiques, instituées, mais par une éducation populaire, avec des points essentiels sur la formation juridique et sur la formation économique qui n'existent pas à l'heure actuelle. Il y a des élus qui arrivent à l'Assemblée nationale ou même dans un conseil régional, qui y connaissent rien, qui votent parce qu'on leur dit de voter comme ça, les fameux élus godillots. Et à nouveau aussi avoir un pied sur terre, donc dans la vie réelle, notamment pourquoi pas avoir une formation, une semaine dans la paysannerie, une semaine dans le monde ouvrier, une semaine ou plus, pour avoir vraiment un contact avec la réalité de terrain, puisque l'autre problème de nos dirigeants et de nos élus à l'heure actuelle, c'est que non seulement on ne les contrôle pas, mais ils ont grandi dans une sphère complètement détachée de la grande majorité de la population. Oui.
Bah, c'est ce qu'on a dit, parce que avant d'être élu, on avait proposé comme idée qu'il faut d'abord qu'ils aient travaillé réellement et qu'ils ne s'appellent pas Gabriel Attal, par exemple. Ce qui est le contre-exemple de cette histoire. Il y a une dernière question qui est deux interquestions qui sont intervenues. C'est le contrôle des élus du fait qu'on n'a pas de souveraineté médiatique et que pour pouvoir juger et apprécier les débats démocratiques, il faudrait qu'on ait une bonne information. Donc on ait besoin d'un outil de contrôle populaire, on va dire, sur le comportement des médias, afin de pouvoir les sanctionner si jamais ils manquent d'objectivité et font une mauvaise information auprès du peuple. Pour ce qui est du vote blanc, nul et abstention, alors là, on a un peu séché parce que on a voté en touche en invitant tout le monde à réfléchir là-dessus parce que c'est vraiment un sujet assez complexe et polémique avec des quotas, des ratios. Est-ce qu'il faut autant de vote blanc, tant de vote d'abstention? Qu'est-ce qui annule le vote, etc. Là, on rentre dans un débat qui était difficile. Et tout dernier point, la question de la justice. Alors, le juriste que je suis est un peu parent pauvre. C'est vraiment le sujet qu'on a tendance un petit peu à oublier. Donc, j'ai poussé un peu pour qu'on finisse là-dessus. Il faut absolument réfléchir à une réforme de la justice vraiment indépendante et contrôlée par le peuple, notamment par exemple l'élection du ministre de la Justice par l'Assemblée nationale et non pas nommé par le roi président. Et surtout avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir avoir le droit de se représenter aux élections, même si on n'est que mandataire impératif, avec une certaine gradation des sanctions selon la gravité de la faute. Voilà. C'était un sujet très riche, très passionnant, où le débat est loin d'être terminé et où on invite à ce qu'il y ait une réelle réflexion collective sur des débats, des questions extrêmement techniques.